Bonjour et bienvenue dans ce troisième module du sixième chapitre. Dans ce sixième chapitre, nous apprenons à faire des bilans de quantité de mouvement. Nous avons aussi appris à faire des bilans de masse. Et aujourd'hui, nous allons traiter un cas particulier où la géométrie de l'écoulement nous permet de simplifier les bilans de quantité de mouvement. Et nous allons développer une théorie qui s'appelle la théorie de la lubrification. Donc comme je le disais, nous avions vu assez en détail les bilans de masse, en faisant tout d'abord un bilan intégral, puis en faisant une interprétation assez précise de l'opérateur divergence. Ensuite, nous avons défini le bilan de quantité de mouvement en régime visqueux et introduit en particulier l'écoulement de Poiseuil. Aujourd'hui, troisième module, qui sera un module très long, nous allons développer la théorie de la lubrification. Donc qu'est-ce que la lubrification? Les écoulements lubrifiés sont des écoulements dans des couches de fluide mince. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dans ces écoulements, si l'on les considère des écoulements plans, les deux directions du plan n'ont pas la même longueur caractéristique. Par exemple, lorsque vous avez une flaque d'eau qui est beaucoup plus étendue qu'elle n'est haute, vous êtes dans une situation de lubrification. De la même manière, lorsque vous avez un rotor qui tourne au sein d'un stator, dans un palier hydraulique, vous avez un film d'huile qui sépare le rotor et le stator, qui est extrêmement fin, dont l'épaisseur est petite par rapport à la longueur de ce film, c'est-à-dire la circonférence du stator ou du rotor. Donc voilà deux situations dans lesquelles les deux directions du plan n'ont pas la même longueur caractéristique. Vous en avez encore bien d'autres, exemple de coussins d'air, enfin toutes sortes de situations dans lesquelles nous pourrons appliquer la théorie de la lubrification. Et l'intérêt d'avoir ce rapport d'échelle dans les longueurs est qu'il induit directement un rapport d'échelle dans les vitesses. Ainsi, l'écoulement est quasi unidirectionnel. Nous verrons qu'il n'est pas unidirectionnel, mais que la vitesse dans la direction longitudinale, dans la direction où la longueur est grande, est beaucoup plus grande que la vitesse dans la direction où la longueur caractéristique, l'épaisseur, est fine. Alors, plutôt que de développer de manière générale les théories de cette équation, je vais en fait illustrer cette équation dans un cas très particulier, qui est le cas d'un problème de lubrification où l'on cherche à déterminer quelle est la force à exercer sur une plaque de longueur 2L, nous regardons un problème bidimensionnel, pour la soulever à une vitesse V, sachant qu'elle est collée, entre guillemets, à un substrat par un film de fluide visqueux d'épaisseur H. Okay. Donc la question que l'on se pose, c'est quelle est la force nécessaire pour tirer cette plaque à une vitesse V. Donc d'une certaine manière, on peut parler ici d'un principe de ruban adhésif. En tout cas, on peut parler des forces de lubrification qui vont s'opposer à l'arrachement de cette plaque. Pour ce, on va donc supposer l'écoulement stationnaire et plan. Donc c'est une hypothèse quasi statique, puisque la vitesse est non nulle, en fait h dépend du temps. Mais on considère que la variation de h par rapport au temps est lente, et donc que l'on peut faire cette hypothèse quasi statique. Dans ces conditions, le premier bilan à écrire est celui que nous avons écrit au module 6.1, c'est-à-dire le bilan de masse pour un fluide incompressible. Donc, comme il est indiqué ici, tout ce qui rentre doit sortir. À gauche, nous avons U de x, y, dy. À droite, moins U de x plus dx, y, dy. Et en faisant la différence des deux, on fait naturellement apparaître le gradient du sur dx et le gradient dv sur dy que l'on somme et qui doit valoir 0. La divergence du champ de vitesse uv doit donc être nulle. Donc ça, c'est un rappel. Je renvoie au module 6.1 pour ceux qui veulent plus de détails. Maintenant, nous allons considérer que le fluide est newtonien, ce qui signifie que l'expression générale du tenseur des contraintes est sigma tenseur est égal à moins P identité plus 2 mu D. Donc P identité plus 2 mu D, mu viscosité dynamique D, partie symétrique du gradient des vitesses. Donc du tenseur gradient de vitesse nabla U. Donc dans le régime de lubrification, on va négliger l'accélération du fluide et on suppose donc que la force s'appliquant sur un volume de fluide est nulle. Donc ce que je vais écrire, c'est l'équilibre des forces maintenant, l'équilibre des contraintes pour un élément de fluide. Voici cet élément de fluide. Il subit dans la direction x, à gauche, moins p plus 2 mu du dx en x multiplié par dy, la surface de l'élément sur lequel s'applique la contrainte normale. À droite, une force tout à fait équivalente, avec ici la pression qui pousse dans le sens opposé à l'orientation positive de OX, OXY, voilà, moins 2 fois mu, du dx, mesuré cette fois-ci en x plus dx. Le tout multiplié par dy, l'épaisseur de la facette. Nous avons aussi des forces dans la direction
x, des contraintes dans la direction x qui s'appliquent sur les facettes supérieures et inférieures. Ce sont des contraintes de cisaillement essentiellement. La viscosité mu multipliée par le du sur dy, qui est le gradient vertical de vitesse horizontale, plus la partie symétrique, donc le gradient horizontal de la vitesse verticale, dv sur dx. Et ça, en y plus dy, est multiplié par dx, qui est la longueur de l'élément. Voilà, de sorte à transformer la contrainte en force. Eh bien, sur la facette inférieure, nous avons moins mu, dans la direction x, du dy de y, plus dv dx, mesuré en y dx. Nous faisons la somme totale de toutes ces forces, et nous obtenons l'équation suivante. Par un petit développement limité, nous obtenons dp dx, moins 2 mu d2u dx2, moins mu d2u dy2, plus d2v dx dy. Or, souvenez-vous que du sur dx plus dv sur dy est égal à 0. En conséquence, eh bien, d2u sur dx2 plus d2v sur dx dy est égal à 0. Et donc ce terme se simplifie avec un de ces éléments-là. Du coup, j'obtiens finalement l'équation suivante, qui est que dp sur dx moins mu d2u sur dx2 plus d2u sur dy2 est égal à 0. J'aurais pu raisonner de manière totalement similaire en y, et j'aurais obtenu une équation tout à fait similaire. Donc voici les trois équations, que l'on appelle d'ailleurs les équations de Stokes. Elles sont valables parce que nous avons négligé l'inertie, et elles expriment donc la conservation de la masse, la conservation de la quantité de mouvement selon x, et la conservation de la quantité de mouvement selon y. Nous allons effectuer une analyse dimensionnelle de ces équations. Donc on va utiliser des échelles de référence pour construire des variables sans dimension. Donc les variables sont u, vitesse horizontale, v, vitesse verticale, x, y et petit p. Les variables à dimensionner, on va les noter avec des tildes. Donc la différence est que u se mesure en mètres par seconde, alors que u tilde se mesure en rien du tout. Ça n'a pas d'unité. Et puis nous allons déterminer des jauges, donc des échelles caractéristiques. Donc ces échelles caractéristiques, il va y avoir une échelle de vitesse horizontale, grand U, qui est indéterminée à ce stade, une échelle de vitesse verticale, grand V, qui est bien connue, puisque je tire sur cette plaque à la vitesse V, une longueur caractéristique qui est L, qui est l'extension du film fluide, donc qui est bien connue, H, qui est l'épaisseur du film, et puis P, qui est indéterminé, qui est une jauge de pression, et qui est indéterminée à ce stade. Ainsi, les choses s'écrivent de la manière suivante. La vitesse avec dimension est égale à une jauge de vitesse, une échelle caractéristique multipliée par une vitesse sans dimension. Et pour P, il y a une petite subtilité, c'est que pour P, je vais aussi prendre un référentiel de pression, par exemple la pression atmosphérique, P0, ce qui va me permettre de définir le niveau de pression, car dans les équations précédentes, vous observerez que la pression intervient uniquement par son gradient, et jamais par la valeur constante de la pression. Donc la pression est définie à une constante près que je fixe ici. P est ma jauge de pression qui est donc en unité de pression, et P tilde est ma pression adimensionnée. Donc maintenant, je prends ces expressions que j'injecte dans les équations. Alors, on se souvient, très important, que mon ruban adhésif est très fin, ce qui signifie que la distance 2L ici est beaucoup plus grande que la distance H. Donc, elle est beaucoup plus grande que H. Alors voilà, je pars donc des équations de conservation que j'adimensionne. J'obtiens la relation suivante, puisque U, je rappelle, s'écrit grand U U tilde, et que grand U est une jauge, donc ce n'est pas quelque chose qui dépend, ce n'est pas un champ, alors que U est un champ qui dépend de X et Y, eh bien, il sort de la dérivée, ainsi que le petit L qui sort de la dérivée dans la définition de X, H qui sort de Y, et V qui sort de grand V. Maintenant que j'ai cette équation, je vais appliquer quelque chose qui s'appelle le principe de moindre dégénérescence, et qui fait penser en fait à une phrase de Einstein qui nous dit « Everything should be made as simple as possible, but not simpler ». Donc, il faut faire des choses aussi simples que possible, mais pas trop simples. Et bien là, c'est le principe que nous allons appliquer. Nous avons une équation avec deux termes. Nous avons la liberté de choisir la jauge de vitesse grand U, de sorte à ce que ces deux termes soient à peu près de la même taille, et donc que l'équation garde la totalité de son sens. Nous avons aussi le choix de choisir une jauge de vitesse pour grand U qui est telle que le terme de gauche ou le terme de droite domine. Mais dans ce cas-là, le sens de l'équation devient extrêmement faible parce que j'obtiens simplement une égalité, du dx est égal à 0 ou dv tilde dy tilde est égal à 0. Et ça, ce sont des équations trop simples. Donc le principe de moindre dégénérescence consiste à conserver le minimum de termes possible pour garder une signification à notre équation. Donc dans ce cas, je vais demander à ces deux termes d'être à peu près de la même taille, et je vais donc écrire V
est égal à UH sur L. Donc qu'est-ce que j'observe? J'observe que comme H sur L est très petit, cela signifie que V sur U est aussi très petit. Et donc la vitesse verticale est beaucoup plus petite que la vitesse horizontale. Ce qui signifie que l'essentiel du mouvement est unidirectionnel dans la direction X. Du coup, avec ces hypothèses, l'équation adimensionnée est exactement égale à l'équation dimensionnée. Sauf que ici, les variables avec tilde sont des variables qui n'ont pas de dimension. Alors, si maintenant j'injecte mes jauges, donc mes échelles caractéristiques de pression, vitesse et distance dans l'équation de conservation de mouvement selon X, voilà le résultat que j'obtiens. J'obtiens que le terme dp sur dx a une taille p sur L. J'obtiens que le terme mu d2u sur dx2 a une taille mu u sur L2. Et le terme mu u sur H2 correspond au d2u sur dy2. Vous voyez que comme H est beaucoup plus petit que L, la dérivée seconde selon Y est beaucoup plus grande que la dérivée seconde selon X. En effet, je divise ici par H qui est petit, alors que là, je divise par L qui est relativement grand. Donc le ratio entre ces deux termes est simplement L carré sur H carré, c'est-à-dire un nombre très grand. Donc le membre de droite est beaucoup plus grand. Donc ça me permet de négliger ce terme. Par contre, maintenant, j'applique le principe de moindre dégénérescence qui va me fixer ma jauge de pression. Et je trouve ainsi comme jauge de pression mu UL sur H carré. Et si je fais ceci, le principe de moindre dégénérescence me permet de trouver une équation sans dimension très simple, qui est que dp sur dx est égal à d2u sur dy2. Vous voyez comment j'ai simplifié les choses. J'ai gardé que la moitié du Laplacien de u. J'ai découvert que le d2u sur dx2 était beaucoup trop petit pour être pris en compte, simplement à cause de la séparation des échelles, du fait que je suis en lubrification, c'est-à-dire une couche mince. Maintenant, je travaille sur l'équation de OY et j'applique les mêmes principes. Donc, je trouve pour la jauge de dp sur dy p sur h. Je trouve bien sûr les deux composantes du Laplacien dont l'une est beaucoup plus petite que l'autre et je la simplifie. Donc, en fait, je peux me débarrasser déjà de ce terme. Et maintenant, je compare, en remplaçant la valeur de la jauge d'impression, le terme de gauche qui est en mu u L sur h cube, c'est-à-dire P qui est mu u L sur h carré, et donc ici mu u L sur h cube, que je dois comparer à ce terme-là, qui est donc mu V. V, c'est U H sur L, H carré. Et donc, ce terme-là, c'est aussi mu U, si je reprends L sur H cube, et puis, du coup, bien entendu, H carré sur L carré. Et ça, c'est le même que ça. Et donc, comme H est beaucoup plus petit que L, ce terme de droite est beaucoup plus petit que la pression. Seule conclusion possible, même si j'essaie d'appliquer le principe de moindre dégénérescence, je ne peux plus l'appliquer de toute façon car je n'ai plus de degré de liberté. J'ai fixé ma jauge de U, j'ai fixé ma jauge de P, toutes mes jauges sont fixées. Et donc, avec les jauges que j'ai fixées, je découvre que dans cette équation, les termes visqueux de Laplacien sont beaucoup trop petits par rapport au gradient de pression. Et finalement, j'obtiens une équation très simple qui est que dp sur dy est égal à 0. Conclusion. Je suis parti des équations de Stokes. J'ai fait une analyse dimensionnelle en séparant les échelles selon x et y. Et j'ai obtenu les équations de lubrification, ici écrites sans dimension, ou aussi ici à droite avec dimension. Vous voyez la simplification, en particulier la troisième équation, la conservation de la quantité de mouvement selon y, s'exprime de manière extrêmement simple, dp sur dy est égal à 0. Donc voilà le problème que je dois résoudre. Je dois résoudre le problème suivant. La vitesse sur la paroi inférieure est égale à 0, à la fois dans la direction x et y. La pression au bord du film de lubrification est égale à P0, pression atmosphérique. En haut, j'ai une vitesse horizontale qui est nulle, car il s'agit d'une plaque, et une vitesse verticale qui est égale à V. Dedans, je dois résoudre les trois équations suivantes. dp sur dy égale 0, dp sur dx moins mu d2u sur dy égale à 0, et du sur dx plus dv sur dy égale à 0. Alors, je commence par résoudre u. Vous voyez que c'est assez facile. J'ai ici une équation à variables séparées. P ne dépend pas de y, donc dp sur dx ne dépend que de x. Et donc je peux facilement intégrer u en découvrant que c'est un profil semi-parabolique ou parabolique. J'ajuste plutôt les constantes de cette intégration de sorte à satisfaire les conditions limites. Ainsi, je découvre que u de x, y est égal à 1 sur 2 mu dp dx, y moins h. Ainsi, u en 0 est 0 et u en h est 0. Voilà. Donc maintenant, je peux retrouver facilement v à partir de l'équation de continuité, et en particulier v en h. Donc j'intègre l'équation de continuité, dont je rappelle que c'est du sur dx plus dv sur dy est égal à 0, que j'intègre en y entre 0 et h, et je découvre donc que v de x et de h est égal à cette intégrale-là. Si je remplace du dx par son expression,
j'obtiens que V de xh est égal à h cube sur 12 mu d de p sur dx2. Désormais, je connais la vitesse verticale en h, c'est égal à grand V, ce qui me donne donc la dérivée seconde de la pression par rapport à x. Il me reste à intégrer la pression, et comme je sais que la pression en plus ou moins L doit être P0, je peux facilement découvrir que le profil de pression est parabolique et qu'il s'exprime donc comme P0 moins 6 mu V divisé par h cube L carré moins x carré. Donc si je fais x égale L, j'ai bien P0. Et si je fais x égale 0, c'est-à-dire je suis au centre de mon film de lubrification, j'observe qu'il y a une dépression. Et donc c'est une force de succion qui va retenir la plaque. Du coup, je peux désormais déduire la vitesse verticale partout, souvenons-nous, V de y, si je me souviens, et j'aurais pu intégrer non pas entre 0 et h, mais ici entre 0 et y. J'obtiens V de y qui est égal à V, la vitesse verticale, y sur h au carré, 3 moins 2 y sur h. De là, je peux découvrir que la contrainte visqueuse normale va être en fait 0, simplement car dv sur dy, qui est égal à, du coup, v de y sur h carré fois 3, et puis moins, du coup ici j'ai y sur h cube à intégrer, donc moins 2 fois 3, y carré sur h cube, et quand j'applique ça en y égale h, eh bien j'ai ici 6 sur h, et là j'ai aussi 6 sur h avec un moins, donc j'obtiens 0. Prochaine étape, donc maintenant je peux calculer la force. La force va m'être donnée simplement en appliquant la contrainte le long de la plaque. Cette contrainte est composée en partie de la pression, mais aussi en partie du terme que je viens de calculer, mais qui se trouve être 0. Ainsi, j'obtiens, sachant que P de x est égal à P0 moins 6 mu V sur h cube L carré moins x carré, que j'intègre de moins L à L. Donc je dois effectuer l'intégrale de moins L à L de moins 6 mu V sur h cube L carré moins x carré, le tout dx. Alors, je commence par intégrer le terme constant. Je trouve que c'est moins 6 mu V sur h cube L carré, multiplié par 2L. Puis j'intègre le terme parabolique, où je trouve que c'est donc plus 6 mu V sur h cube. J'intègre x carré, ce qui me donne donc x3 sur 3. Donc je récupère un 3 ici. Et puis L cube moins L cube. Donc en fait, ici, 2L cube. Et je trouve donc que l'ensemble est égal à moins 12 plus 4, 6 mu V L cube sur H cube. Donc, moins 12 plus 4, cela fait moins 8. Et donc, ma force finale est égale à moins 8 mu V L cube sur H cube EY. Intéressant, j'observe que du coup, plus H est petit, plus la force à exercer est grande, ce qui est tout à fait intuitif. Et les films de scotch, le film visqueux de colle qui est déposé sous le scotch est en effet extrêmement fin, de sorte à ce que la force qu'il faut appliquer pour arracher le scotch soit très grande. En particulier, le poids du scotch tout seul ne suffit pas pour atteindre des vitesses de décollement très grandes.